Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons ce matin deux groupes d'invités. D'abord, le frère Nelson Augustin et le docteur Maurice Jacques. On va parler éducation. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage rédigé par nos deux invités, c'est « Pour une éducation sans bâton ». Le docteur Maurice Jacques en est donc le co-auteur de ce livre, de cet ouvrage. On va avoir donc la possibilité de leur parler ce matin autour de l'éducation sans bâton. Dans un second temps, on aura donc Joao Ninho, conseiller culturel à l'ambassade du Brésil. Milena et Joël Widmayer sont les deuxièmes invités, ou encore constituent le deuxième groupe d'invités de cette rubrique. Et avec eux, on va parler justement du Festival international de jazz de Port-au-Prince. Ce sera à la deuxième partie de l'émission. Sans tarder, accueillons donc les premiers invités. Frère Nelson Augustin, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, monsieur Théodore. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Merci aussi de m'avoir invité, ainsi que mon collègue, Dr Jacques. Docteur Jacques, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. C'est à moi de vous remercier de me recevoir et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices de vos émissions. Alors, pour une éducation sans bâton, c'est le titre de l'ouvrage, et d'aucuns peuvent se dire, face aux dérives constatées aujourd'hui, ne serait-il pas mieux de recourir au bâton ou encore de revenir au bâton plutôt que de parler d'une éducation sans bâton aujourd'hui? C'est un sujet de grande réflexion, donc vous avez jugé bon d'accrocher ou encore de mettre ça sur du papier pour que la postérité puisse bénéficier de vos réflexions. Messieurs, pour une éducation sans bâton, qui est-ce qui va répondre? Est-ce que c'est vous, frère Nelson? Pourquoi, selon vous, est-il important que l'éducation soit sans bâton? Alors bon, pour commencer, je dois dire que l'histoire du bâton dans l'éducation remonte à très longtemps. De l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, l'enfant était perçu comme un sauvage. Et c'est un petit sauvage qu'il faut dresser, qu'il faut dompter, et avec du bâton. Et vous savez aussi que les différents textes ou bien les différentes personnes chargées de l'éducation ne connaissaient pas d'autres alternatives que le bâton pour faire de l'éducation. C'est pour cela que vous allez voir, surtout qu'il y a des textes qui font autorité, qui faisaient l'éloge du bâton, notamment dans les textes sacrés. Mais vous allez voir, même dans les périodes où le bâton était reconnu comme la seule méthode pour éduquer, vous allez voir des voix qui s'élèvent pour dire que non, il y a d'autres alternatives par rapport au bâton. Si je prends par exemple l'historien Quintilien dès le 1er siècle, il a déjà commencé par prôner une éducation sans violence. Et il y en a d'autres à côté de lui. Au IVe siècle, vous avez de nouveaux auteurs qui s'élèvent et qui prennent des positions directement pour dire que le bâton, ce n'est pas la meilleure méthode pour pouvoir éduquer. Il faut apprendre à l'enfant à aimer l'école, à aimer le savoir sans qu'il soit contraint. Et que pour eux, ou bien pour ces personnes-là à cette période, le bâton était considéré comme un instrument pour l'esclave. Mais il fallait attendre. À ce moment-là, on ne parlait pas de bâton, on parlait de fouet. Oui, bien. Le fouet du commandeur. Du fouet du commandeur, bien sûr. Donc, mais c'est la même chose. Oui. Donc, il fallait attendre jusqu'en 16e, 17e siècle pour qu'on commence à comprendre que... D'ailleurs, même au niveau de l'Église, on a
On a évolué dans la perception qu'on avait de l'enfant. De l'Antiquité jusque-là, on voyait l'enfant comme un être marqué par le péché originel, c'est-à-dire habité par le démon, qu'il fallait combattre avec le bâton. Et à partir du XVIe, XVIIe siècle, les sciences humaines et sociales commencent à prendre de l'essor, la psychologie commence à se développer et explique comment se développe la personne humaine. Et de là, on ne va plus parler de l'enfant marqué par le péché originel, on va parler de l'enfant qui est à l'image de Jésus enfant. Et sur le plan social, on va expliquer le développement de l'enfant de la naissance jusqu'au tombeau, qui fait qu'il y a plusieurs autres méthodes qu'on peut utiliser comme alternative au bâton. Voilà. Maintenant, avec Dr Maurice Jacques, d'abord je suis curieux de savoir son input ou encore sa contribution dans le livre, mais avant, juste avant, est-ce que cette pratique continue dans les écoles? Est-ce qu'on continue encore de fouetter les enfants? Oui. Ça continue. En Haïti, oui, ça existe. Mais avant de... Mais dans toutes les écoles? Oui, certainement. Ouais. En cachette ou bien ouvertement. Mais avant de répondre précisément à cette question, je dois dire que ce livre qu'on vient d'écrire, que je vais d'écrire avec Frère Nelson, mon collègue, mon ami de travail, c'est un livre que j'ai conçu, qui était dans ma représentation mentale dès l'âge de 14-15 ans. Parce que j'étais un enfant battu et même très battu. Et c'est maintenant que Par tout le monde. Parce qu'à mon époque, tout le monde a le droit de battre un enfant. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousins, les voisins, oui. Même les gens qu'on ne connaît même pas, avaient le droit de vous fouetter si vous n'êtes pas dans le droit chemin. Alors j'ai conçu ce livre, mais maintenant que je suis devenu un psychologue et psychothérapeute, j'ai compris pourquoi j'étais battu. Parce que j'étais un hyperactif, avec trouble d'opposition. Mais ma mère ne pouvait pas comprendre qu'elle était en présence d'un enfant qui avait des problèmes, d'un enfant qui était donc malade, parce que l'hyperactivité est une maladie. Donc j'étais battu, et jusqu'à... Alors, pour que nous soyons plus utiles au public, vous ne pourriez pas nous expliquer davantage l'hyperactivité chez un enfant, si jamais il y a un enfant qui présente les symptômes de cette maladie, pour que les parents puissent savoir exactement ce qu'ils doivent faire. L'hyperactivité, un enfant hyperactif, c'est un enfant qui a un niveau d'énergie beaucoup plus élevé que les autres enfants de son âge. Et son donc c'est un enfant qui bouge beaucoup, qui n'est pas capable de rester passif. Si un enfant hyperactif se présente là, quel que soit son âge, il va monter sur le bureau, il va bouger partout, il va toucher à tout. Il a des comportements qui dérangent en quelque sorte l'adulte, parce qu'il bouge. Et ça n'a rien à voir avec la turbulence, non? Bon, c'est un enfant turbulent. Disons que c'est un enfant turbulent. Okay. Donc ça veut dire ce qu'on appelle ici un enfant désordre. Donc il fait tout. Okay. Il fait tout pour se faire voir, pour se faire remarquer. Et le fait d'être incompris, le fait d'avoir été incompris, vous avez été battu? J'ai été battu parce que, et jusqu'à maintenant, on trouve des gens, parce que moi, je peux vous raconter une anecdote. Il y a une dame qui avait son fils qui était autiste. L'enfant autiste n'a pas de contact avec la réalité. Et elle le battait tout le temps. Moi, quand je l'ai rencontré, il dit, je suis obligé de le battre parce que quand je lui parle, il est méprisant, il ne me répond même pas. Alors, moi, je lui ai expliqué que, madame, cet enfant ne sait même pas si vous existez. Parce qu'un enfant autiste, dans son environnement, il a son monde à lui. Il n'est pas en contact avec la réalité. Wendell est là, à côté de lui, il ne te voit même pas. Parce que lui, il est dans une autre réalité. Alors, la compréhension de l'enfant, on a parlé dans ce livre-là, la compréhension de l'enfant, savoir que l'enfant a une personnalité, comment se manifeste cette personnalité, c'est la première chose à faire par les parents. Mais ce qui arrive, les parents n'ont pas toujours cette compréhension-là. Et comme nous avons dit dans ce livre-là, être parent, c'est facile. Hein? Ça prend 30 secondes pour devenir parent. Hein? Il n'y a pas d'université pour former des parents. Donc ça veut dire, devenir parent, c'est devenir en même temps un médecin, un enseignant, une infirmière. Un parent devrait être un polyvalent. Et le parent est obligé d'avoir une compréhension de son enfant. Et ce qui arrive, la plupart des gens vous disent, écoutez, comment je peux éduquer mon enfant sans le bâton? C'est impossible. Il y a des gens qui m'ont même téléphoné pour me dire, ce que vous écrivez là, c'est une utopie.
Parce que, surtout en Haïti. Alors, on a toutes sortes de choses pour dire que le bâton est nécessaire. On évoque même le fait qu'on a été dans l'esclavage. Mais moi, quand j'arrivais au Québec en 1969, on battait les enfants encore, un peu partout, à l'école, dans les familles. C'est jusqu'en 1970 que le Québec a créé ce qu'on appelle la direction DPJ, Direction de protection des jeunes. Et maintenant, si vous frappez un enfant, il sait qu'il y a un numéro de téléphone 911 qu'il doit appeler pour dénoncer un parent qui le frappe. Ça n'existait pas avant. Donc, quand on me dit c'est parce qu'on a été dans l'esclavage... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même avantage et inconvénient du bâton? Je vous pose la question, je ne sais pas. Non, il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage. Quand quelqu'un me dit, il y a un parent qui m'a appelé pour me dire, écoute, une personne assez âgée, moi j'ai 2 garçons qui sont devenus médecins, j'ai une fille aussi qui a telle profession, 5 enfants, chaque enfant a une profession de niveau universitaire. Mais moi je lui ai posé la question, demandé, essayez de voir quel type de médecin que vous avez produit avec le bâton. On ne peut rien produire de bon avec le bâton. Moi, ma devise à moi, personnellement, et ça je l'ai eu depuis longtemps, dès l'âge de 14-15 ans, personne n'a doit battre personne. Personne n'a droit battre personne. Et je comprends le parent qui n'est pas capable d'avoir d'autres alternatives, parce qu'il y a d'autres punitions. À votre avis, oui, on va y arriver, mais là maintenant, la question que l'on doit se poser, est-ce que c'est par manque de formation et d'information? Les deux. Les deux. Parce que moi, quand... Parce que si je suis bien, est-ce que ça veut dire que si je suis bien éduqué, je ne vais pas frapper mon enfant? Bon, je ne dirais pas jusqu'à dire que quelqu'un qui a été battu n'est pas bien éduqué. Parce que la personne a quand même... Quelqu'un qui bat son enfant, est-ce que ça veut dire qu'il a été mal formé, mal éduqué? Bon, le plus souvent, c'est des gens qui ont été battus aussi. Pas nécessairement, c'est parce que bien souvent... Alors, vous êtes en train de me dire que si je bats mon enfant, c'est que je reproduis ce que j'ai subi. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, et surtout, la personne arrive au bâton comme moyen plus facile. C'est-à-dire, le bâton donne des résultats immédiats, c'est-à-dire l'enfant se soumet par peur, par crainte de la douleur qu'il reçoit. Mais le bâton ne donne pas de solution. C'est pour cela que Dr Jacques vous dit que le bâton ne sert à rien dans l'éducation, parce qu'avec le bâton, vous faites peur, mais vous n'éduquez pas. Et les parents qui ont... Est-ce que vous rejetez tout châtiment, toute sanction? Les châtiments ne sont pas... Juste une minute, pas toute sanction. Dans le livre, nous faisons la promotion d'une éducation avec sanction. Avec sanction. Mais il faut savoir comment sanctionner. Ouais. Parce que l'enfant qui désobéit ou bien qui... Parce que dans chaque famille, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Parce qu'un jeune, par exemple, a 1 heure pour rentrer à la maison. Il ne peut pas rentrer à 2 heures du matin. Ça, c'est une règle. Donc, si l'enfant désobéit... Si l'enfant sait qu'il ne va pas être châtié... L'enfant doit être sanctionné. Sanctionné. Il y a des sanctions. L'enfant doit être sanctionné. Moi, ce que j'indique aux parents qui me rencontrent, je leur donne des moyens d'intervenir pour punir l'enfant. Pour des choses que l'enfant ne doit... Le bâton, dans certains cas ou dans la plupart des cas, il est plus mâché. Mais ce qu'il faut comprendre, M. Théodore, c'est que ça ne peut pas venir du jour au lendemain. C'est ça. C'est une construction qu'il faut faire depuis la base. C'est-à-dire, il faut, dès la naissance, que l'enfant ait la possibilité de s'attacher. De s'attacher à ses parents, où l'enfant se développe dans la confiance. Et depuis le berceau, on donne des principes à cet enfant-là. Et lui, puisque l'enfant est déjà dans un cadre où il se sent accueilli, où il se sent aimé, l'enfant fait confiance et s'attache. Et maintenant, l'enfant apprend que dans la vie, il y a des règles, tout n'est pas permis. Et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre à l'enfant d'intégrer les règles, et non pas de les respecter par peur, mais de les intégrer parce que tout simplement, on ne doit pas le faire. On dit à l'enfant qu'il ne doit pas, après avoir utilisé quelque chose, il ne faut pas jeter le déchet par terre, parce que l'enfant va intégrer que, bon, il faut protéger l'environnement, il ne faut pas salir l'environnement.
Donc, l'enfant va manger quelque chose, le reste, automatiquement, il va chercher une poubelle pour déposer. On n'a pas besoin de le taper pour qu'il intègre. Mais l'essentiel, c'est que, dès la base, il faut qu'il soit encadré dans une famille, qu'il accueille, que l'enfant se sente accepté et aimé. Si je crois bien comprendre, vous ne parlez pas tout simplement de l'éducation donnée à l'école. Ah non, pas du tout. C'est l'éducation dans son sens très large. Très large, dans son sens très large. Par exemple, le parent doit aussi savoir comment se comporter vis-à-vis de son enfant. C'est surtout le parent, parce que l'éducation commence au berceau. Et le professeur, lui? Et le professeur vient juste après. Et si on prend un professeur que Dr Jacques cite beaucoup, Dodson, il vous dit tout se joue avant 5 ans. Cela signifie que 5 ans, l'enfant n'est pas en salle de classe, l'enfant est avec la famille. Donc, la base doit être posée dans la famille. Est-ce que dans le livre, vous préconisez quelques alternatives ou encore vous faites des propositions? Oui, tout à fait. Il y a des propositions et pour la famille et dans les établissements scolaires. Il y a des suggestions. Et les suggestions, c'est très simple. Un enfant, surtout actuellement, l'enfant a des choses. L'enfant a un téléphone. Si c'est un jeune, l'enfant a des jouets. Moi, j'ai fait l'expérience avec mes enfants. Et ma fille est une grande lectrice. Elle lit beaucoup. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la punition que je lui donnais, c'est de passer une journée dans sa chambre. Mais pas la battre. La punition que je lui donnais, c'est de l'interdire de sortir pendant une fin de semaine. Pendant ce temps, elle lit. Vous voyez? Cette punition l'a amené à aimer la lecture. Vous voyez? Donc ça veut dire que maintenant, ce que je pense, non seulement il faut dire qu'on est en train de prêcher une éducation sans bâton, il faut donner aux parents, faire l'éducation des parents pour leur donner des moyens d'intervention auprès de leurs enfants. Et ces moyens d'intervention, c'est des punitions. Comment punir l'enfant? Enfin, des sanctions. Des sanctions. Comment sanctionner l'enfant? Mais comment remplacer, parce qu'on a posé la question dans le livre, on fait quoi? Sans le bâton, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais voilà ce qu'on peut faire. Il y a une multitude de punitions qu'on peut donner à un enfant. Parce que moi, je me souviens, mon grand-père... Oui, mais ça peut arriver aussi que l'enfant ne prenne pas la lecture comme une sanction. Ça peut être un loisir pour l'enfant, surtout si l'enfant déjà a pris goût, s'il moi, aime lire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en sanctionnant ma fille de rester, ou bien mes enfants de rester dans leur chambre comme punition, eh bien, ils profitaient de ce temps, ce n'est pas moi qui leur disais de lire, ils profitaient de ce moment de loisir pour faire de la lecture. Donc, cette sanction a développé une autre aptitude chez l'enfant. Mais vous nous direz quoi par rapport aux gens ou encore vous direz quoi aux gens qui pensent que nous vivons dans une société de dérive? On a peur de rien, on a peur de rien. Les gens, dans le temps, comme on savait, comme vous venez de le dire, le voisin, l'oncle, la tante peut fouetter, peut sanctionner un enfant. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va s'arroger le droit de fouetter le fils du voisin? Et il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ça change, c'est vrai. Mais regardez aussi ce qui se passe. Oui, mais votre question, M. Théodore... On a peur de rien, on n'a pas peur de la police. M. Théodore, votre question traduit effectivement la nécessité d'avoir un livre de ce genre. Dans le sens que dans notre société, nous avons toujours vécu, pas toujours, mais nous avons vécu des périodes de dictature où les gens s'abstenaient de faire certaines choses par peur. Et c'est avec la chute de la dictature, on n'a plus peur de rien, donc on n'avait pas intégré certaines valeurs de respect. Si on avait intégré certaines valeurs de citoyenneté, si à la chute de la dictature, on avait une société préparée à intégrer la démocratie s'accompagne aussi des obligations. Avec des démocrates, on ne peut pas avoir de démocratie sans démocrates. Et avoir des démocrates signifie avoir des hommes qui connaissent leurs droits, des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui connaissent leurs droits, qui sont capables de les revendiquer dans le respect des droits des autres. Ce n'est pas le libertinage qui pense qu'on a tous les droits et les autres n'en ont aucun. Donnez par exemple, excusez-moi, frère Nelson, donnez par exemple à un enfant la possibilité d'appeler la police si cet enfant est fouetté.
est-ce que vous pensez que ça aiderait ou encore contre... non, mais fais attention. Il ne faut pas le faire attention. du jour au lendemain, excusez-moi. Fais attention, je disais ça tout à l'heure. Comme Frère Nelson disait tout à l'heure, ça se fait dans un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire à l'enfant, tiens, tu vas appeler la police. Il faut que... Parce que ça, ce qu'on écrit là, ça concerne aussi l'État haïtien. Il faut que l'État intervienne, comme on a fait, par exemple, à Québec, que je connais bien, et un pays comme la Suisse aussi, a beaucoup de développement, a suivi un processus pour arriver à interdire le bâton ou bien le fouet, ce qu'on appelle la main levée en Europe, à l'interdire. Je crois qu'il y a un travail énorme à faire. Il faudrait que, pour commencer, ce n'est que ça fait en 2012 que la France a spécifiquement pris une loi pour interdire la main levée dans les écoles et dans les familles. En 2012. Ça veut dire que nous autres, nous pouvons commencer dès maintenant, mais l'État a fait sa part. Les autorités doivent faire. Par exemple, le législatif, on doit légiférer, venir avec des lois aussi. C'est tout un ensemble, ça. Ce n'est pas quelque chose du jour au lendemain. Mais nous autres, puisque nous avons écrit ce livre, ce n'est pas un premier pas. Mais ce livre constitue vraiment un geste qui permettrait à toutes les familles à conscientiser les familles et surtout l'État. Donc il est destiné à quel type de lecteur? Il est destiné aux parents d'abord, aux éducateurs. Mais pas aux enfants, il n'est pas destiné aux enfants. Bon, ça dépend de l'âge. Le développement de l'enfant est décrit dans le livre, qu'il s'agisse de l'enfance, de l'adolescence. Donc, un enfant, comment dire, un jeune qui est en classe de terminale est intéressé par ce livre. Un jeune à l'université ne peut pas ne pas lire, qui se prépare à fonder une famille, ne doit pas ne pas lire un livre de ce genre qui alimente la réflexion. Disons, tout enfant qui sait lire et comprendre, est capable de lire ça, voir, mais le danger serait que l'enfant le lise avant les personnes concernées. Pourquoi? Pourquoi c'est le danger? Danger en ce sens que là, l'enfant va comprendre qu'il a des droits aussi. Il va comprendre qu'il a des droits, même s'il a 5 ans, il a 6 ans. Même s'il a 12 ans, alors, il a des droits. Aidez-nous à croire, aidez-nous à comprendre ou à croire qu'ici, qu'à travers ce livre, vous n'encouragez pas la délinquance. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais ce que je disais... attention, c'est une belle question, ça. Aidez-moi à comprendre. Moi, j'attrape ça comme une très belle question. Ça n'aide pas la délinquance pour 2 raisons. La première raison, c'est un livre qui a la prétention d'apporter des informations aux parents. De dire aux parents, le bâton n'est pas la seule solution. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour punir les enfants. Il faut les punir. Nous ne sommes pas contre la punition. Nous ne sommes pas contre l'intervention des parents pour réagir en face des actes, soit délinquants ou bien des bévues des jeunes enfants. Nous ne sommes pas contre ça. Mais la seule chose, nous disons que aux parents, il ne faut pas venir à un certain moment donné à faire comme on fait dans certains pays, respecter l'intégrité physique de chaque enfant. Parce que frapper un enfant, donner des coups à un enfant, et le plus souvent, le parent qui frappe l'enfant, c'est pour exprimer ses émotions personnelles. Le père, il est rentré, il a un problème avec la mère, et bien c'est l'enfant qui va payer ça. La mère a un problème dans le couple, et bien ce sont les enfants qui vont payer ça. Mais vous n'êtes pas pour un changement radical dans la pratique. Vous êtes pour un processus. Le changement radical, c'est impossible. C'est impossible. Il faut toujours inscrire ça dans un processus. Voir qu'est-ce que l'État a à faire de son côté. Qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut d'abord une éducation des parents. Étant donné que... Alors ma question, c'est que vous avez dit tantôt, aujourd'hui encore, dans certaines écoles, on continue de fouetter les enfants, de les battre ou de les bastonner. Ah, énormément. Et aujourd'hui encore. Dans les familles également. Dans les familles, ça continue, encore et encore. Maintenant, le livre est sorti. Évidemment, il y a des efforts, nous devons nous mettre d'accord là-dessus. Il y a des efforts qui ont été déjà consentis. Dans certaines écoles, on ne fouette plus les enfants. Par exemple, dans son école. Je sais que Frère Nelson est... C'est pour ça que j'ai accepté d'écrire ce livre avec lui. Un livre que j'ai conçu à 14-15 ans, que j'ai commencé à écrire quand il m'a demandé. J'étais content, j'ai dit, bon, voici un directeur d'école qui croit
Non seulement croire ce que je veux écrire, mais veut participer. Alors, si je reviens à la question que je vous ai posée au début de l'émission, c'est que ça, c'est votre expérience personnelle, c'est votre vécu, et c'est votre input dans le livre, entre guillemets, Exactement. pour avoir été battu aussi, et ceci à plusieurs reprises. Donc, c'est ça que l'on peut considérer ainsi. Mais il faut noter que moi, maintenant, j'ai fait le diagnostic de cet enfant que j'étais. Et c'était un enfant hyperactif avec opposition, avec un comportement oppositionnel. Ça, c'est... Mais vous n'êtes pas un délinquant, pourtant. Bon, Ne me dites pas que cela a frisé quand même la délinquance, non. À cet âge-là, on n'est pas délinquant. On est délinquant à partir de 14-15 ans. Les enfants commettent des bévues, pas de la délinquance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, les enfants, c'est des bévues. Non, mais vous avez dit que c'est à partir de 14 ans, c'est des choses que vous avez vécues. Que j'ai commencé à concevoir le livre, à dire que un jour, je devrais écrire un livre pour dire que voilà ce que je pense des bastonnades et des mains levées. Voilà. Mais est-ce qu'à votre avis, l'enfant comprend quand il est battu? Vous êtes psychologue aussi? L'enfant, oui, je suis docteur en psychologie. L'enfant s'abstient par peur, mais l'enfant ne comprend pas nécessairement. Et justement, le livre propose des méthodes pour amener l'enfant à comprendre pourquoi il ne doit pas faire cela. Le livre propose la persuasion à la place de la violence. Donc, c'est pour cela que nos idées se sont rencontrées, dans le sens que moi, j'étais préoccupé dans l'éducation par l'évolution de la société. Le premier livre que j'ai écrit, c'était Le sens de l'école, pour montrer comment on peut avoir des hommes avec un savoir aussi... Parce que partout où les Haïtiens passent, ils brillent. Et si vous prenez un Haïtien sur n'importe quel sujet, vous lui demandez à traiter la question, il va étaler un savoir. Mais le savoir qu'on a, les informations qu'on a, est-ce qu'on les transforme en savoir pour que ces savoirs orientent ou bien organisent la vie sociale? Pourquoi? Un savoir utilitaire. Un savoir utilitaire. Donc c'est la question du sens. Je pose la question du sens dans le savoir. Et j'ai écrit pas mal d'articles qui traitent de la question de la violence dans l'école, la violence dans les familles, la violence dans la société. Et je me remonte à l'origine pour voir, il y a une chaîne de violence. On a été battu, on bat son frère, on bat son camarade en classe, dans la famille, on va continuer par pratiquer la violence pour l'éducation. Donc en échangeant avec Dr Jacques, nos idées se sont rencontrées, on se dit, mais pourquoi ne pas donner l'exemple qu'on peut se mettre ensemble et réaliser quelque chose? Mais comme une rédactrice... Mais j'aimerais revenir à la question. Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté, excusez-moi messieurs, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté utopique? Une rédactrice du Nouvelliste qui est très talentueuse, elle est jeune, mais très talentueuse, a écrit un livre, a écrit un article sur le livre avec ce titre-là, Un idéal utopique. Et elle a dit avec recul, il faut plus qu'un livre pour faire évoluer les mœurs. Je suis d'accord avec elle totalement. Espérons qu'elle ne fasse pas allusion au bâton. Oui, justement. Elle parlait du livre, de ce livre. Oui. Donc, il faut plus qu'un livre pour faire évoluer les habitudes, c'est-à-dire le recours au bâton de manière systématique. Nous n'avons pas la prétention de faire cesser les bâtons du jour au lendemain, mais nous avons la prétention de se conscientiser et de sensibiliser les parents, de montrer l'impact. C'est surtout l'impact du bâton qu'il faut comprendre. Parce que si on comprend l'impact du bâton sur le devenir de l'enfant, l'impact de la violence tout court, enfin on parle de bâton pour symboliser la violence. Lui, il avait le mot bâton, et moi j'avais le mot violence, mais on met les deux ensemble. Et dans le livre, vous allez voir, on utilise l'un à la place de l'autre pour montrer que c'est la violence sous toutes ses formes qu'on défend dans l'éducation. Enfin, qu'on apprend les parents à éviter, les parents et éducateurs en général à éviter. Il y a une chose que je peux ajouter, c'est que ce livre-là, c'est peut-être le début d'une révolution. Vous avez une révolution, on commence toujours par une utopie. C'était utopique quand Fidel Castro a commencé sa révolution. Mais ça devient tranquillement une réalité. Ça dérange. Quand ça commence à déranger... Même si, professeur, une utopie reste ce qu'elle est, une vision reste ce qu'elle est aussi. Ah, mais une révolution, c'est toujours utopique au départ. On n'y croyait pas.
C'est à mesure qu'on avance avec des actions qu'on commence à modeler, à donner une forme à ce qu'on veut faire et les gens vont venir vous rejoindre. Vous voyez? Il y a même des gens qui vont vous fuir parce que les gens sont toujours confortables dans leur réalité. Et quand vous voulez changer cette réalité, ça fait toujours peur. Oui. Le changement fait peur. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes restent. Et le parent qui a l'habitude d'élever, qui a été élevé avec le bâton, et la question que vous posez tout à l'heure, à savoir si l'enfant est conscient, l'enfant, lui, il grandit, il aime ses parents. Et il va toujours dire, c'est vrai, il va raisonner, parce que l'enfant a la capacité de raisonner aussi, de dire, ah, c'est parce que j'ai fait telle chose, mes parents ont raison. Oui, mais il y en a aussi qui ont dit, qui ont remercié leurs parents, le fait de les avoir battus. Ah, justement. Ils ont dit, heureusement que j'avais un père sévère. Des parents sévères. Voilà. Nous ne proposons pas de remplacer le bâton par rien. Nous proposons d'éduquer correctement les jeunes et les enfants, à savoir les éduquer sans bâton. Et c'est possible. Messieurs, merci infiniment. Pour une éducation sans bâton, où est-ce qu'on va trouver ce livre? Ce livre est disponible aux éditions C3, qu'il a publié, et dans les librairies. Et c'est disponible également au Collège canado-haïtien. Il n'y a pas de vente signature en perspective? La vente signature, en fait, la présentation a déjà eu lieu, que ce soit à la FILA, c'était à la FILA. À la Foire internationale du livre. À la Foire internationale du livre, c'était là. La vente signature a eu lieu, et Dr Jacques était au Canada, mais j'ai fait une vente signature au Canada le 22 décembre dernier. Mais l'ouvrage est disponible au Canada. Moi, ce que je peux dire à tous ceux et à toutes celles qui me regardent aujourd'hui, même si vous croyez ou pas dans cet ouvrage, dans ce sujet, même si vous pensez qu'on ne peut pas faire sans bâton, lisez le livre. Ça ne va pas vous brûler les yeux et ça peut vous conscientiser. Alors, je vous ai posé la question, c'est parce que je sais que le problème demeure entier en province notamment. Par exemple, un petit coup de pied, une vente signature en province, ça pourrait aider les gens. Même nous avons été chez vous à Jacmel. Et ça s'est passé comment? Récemment, mais pas pour une vente signature, c'était pour une présentation. Une promotion en général. Oui, une promotion en général. Donc, c'était avec C3 Éditions et il y avait... le Nouvelliste en a parlé. Donc, il y avait des gens qui intervenaient sur la question de la citoyenneté et de la violence dans l'éducation. Donc, nous avons commencé. Ça coûte combien le livre? En librairie, ça coûte 1200 €. Et pour les étudiants? Pour les étudiants, il y a un rabais. Je ne sais pas combien la maison d'édition a fixé. Généralement, c'est la maison d'édition qui fixe. Mais il y a un rabais pour les étudiants, bien sûr. Alors, je rappelle rapidement que le professeur Jacques est auteur de plusieurs autres ouvrages, dont Tesson de sanglots et de verbes, Les lettres de ma pubescence, Accords ouverts, et enfin, La maîtresse ou le pouvoir du vagin. Le vagin a un quelconque pouvoir? Pourquoi c'est ce titre qui attire votre... Je n'ai pas le droit de vous poser des questions. Merci, docteur. Merci, docteur. Mais je m'attendais que vous allez vous arrêter à ça. Ah bon, vous attendez à ça? Mais vous êtes déjà sous ce pouvoir, monsieur Wendel. Tout le monde. Tous les hommes. Dans le sens noble et strict du terme. Merci, monsieur. Un plaisir de vous avoir et bonne chance avec ce livre pour une éducation sans bâton. Je rappelle que Frère Nelson Augustin et le docteur Maurice Jacques étaient les premiers invités de cette édition, la rubrique Le Point de ce 17 janvier. Dans un instant, avec nous, Milena et Joël Widmayer et le conseiller culturel de l'ambassade du Brésil, Joao Higino. Avec eux, on va parler du Festival international de jazz. Messieurs, merci encore et à bientôt. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Voilà, à bientôt. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, c'est le temps de la pause. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est le moment d'accueillir la Fondation Haïti Jazz dans le cadre du Festival international de jazz de Port-au-Prince. C'est correct? Absolument. Ok. Bonjour Milena. Bonjour Wendel. Bonjour Joël. Bonjour Wendel. Higino et Joao Higino. Voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes conseiller culturel de l'ambassade du Brésil. Voilà. Et apparemment, votre pays est à l'honneur cette année. Oui, c'est le pays à l'honneur de cette deuxième édition du Pape Jazz. Du Pape Jazz. Grâce à la Fondation Haïti Jazz qui nous a fait ce grand honneur. Merci. Je vous ai dit bonjour, non?
Oui. Eh bien, très bien. Alors, Bonjour. bienvenue. Merci. Bienvenue. Et ça a toujours été difficile pour vous au cours des années précédentes. Il y a toujours eu des troubles, il y a toujours eu des problèmes. Et cette année, le ciel s'annonce plus calme. Un petit peu plus clément, effectivement, que les 2 dernières années qui étaient un peu compliquées. C'est un peu plus tranquille, on touche du bois, n'est-ce pas? Et on espère que ça continue comme ça, d'ailleurs pour toute l'année, parce que tout le monde en profite de cette accalmie. Et pour cette année, tout va se passer comment? Ça va se passer comment? Eh bien, très bien, on espère. Bah, ça va se passer très bien. Ça commence déjà ce samedi sur la scène Prestige, l'ouverture du festival, ce samedi 20 janvier. Au Caribé Hotel, et on va démarrer les festivités pendant 8 jours. Et le bilan, 12 ans après? Le bilan, 12 ans après, je dirais que c'est l'expérience qu'on a acquis toutes ces années. Vraiment, on sent qu'il y a un savoir-faire dans nos équipes, etc., dans notre manière de travailler. On apprend chaque jour, on a toujours les mêmes difficultés. On a aussi les mêmes difficultés qui reviennent à chaque fois, mais on essaie de surmonter. Et on apprend comment les surmonter. Et je crois qu'on fait de mieux en mieux chaque année. Et voilà, c'est comme ça qu'on continue. Et je crois qu'on fait de son mieux et ça va de mieux en mieux. Alors, avec Gino Joao, la place du jazz dans la musique brésilienne? Alors, pour nous, c'est très important. C'est très important, surtout après l'avènement de la bossa nova aux années 50. On dit que le début de la bossa nova, c'est l'année 1956, avec l'album Chega de Saudade de João Gilberto. Et quelques ans après, la musique brésilienne, autre vers la bossa nova, ça commence un mélange, un contact très fort, très étroit avec le jazz, et avec Stan Getz et avec d'autres grands noms du jazz qui ont beaucoup aimé la bossa nova. Donc c'est le moment d'ouverture de la musique et d'une autre façon aussi de la propre culture brésilienne vers les États-Unis. Donc à ce moment-là, nous avons Tom Jobim qui devient très connu aux États-Unis. Et ça commence le partenariat, les échanges entre les musiciens brésiliens et le jazz. Donc, je pense que depuis 1950, la musique brésilienne est tellement proche du jazz et c'est un changement qui n'a pas de... ça ne revient pas. Donc, c'est définitif, la relation entre la musique brésilienne et le jazz. Votre pays est à l'honneur cette année. Et comment vous avez accueilli la nouvelle? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez apporter comme participation dans la réalisation de ce festival? Alors pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, je remercie la Fondation Haïti Jazz au nom de l'ambassade du Brésil de nous avoir invités comme pays à l'honneur. Ça fait 3 ans que nous sommes éloignés du festival, malheureusement, mais finalement, on a pu revenir au festival de jazz. Et pour moi, c'est une belle rentrée parce qu'en plus, nous sommes le pays à l'honneur. Nous allons vous apporter un très bon spectacle d'une chanteuse qui s'appelle Leila Pinheiro. Et c'est une diva de la bossa nova. Elle a déjà 38 ans de carrière. Elle a débuté dans les années 1980. Donc c'est quelqu'un qui a chanté avec Tom Jobim, Vinicius de Moraes, tous ces grands-pères de la bossa nova. Donc c'est vraiment une diva de la bossa nova. Et pour nous, c'est un grand plaisir. Elle vient avec un très bon guitariste qui s'appelle Nelson Faria, très connu aussi au Brésil, avec une carrière internationale si forte, si établie. Ils vont faire un duo, piano, voix, guitare, avec 2 chansons les plus connues du répertoire de la MPB, la musique populaire brésilienne. Donc nous sommes très fiers, très contents et j'espère que ça va être une soirée inolvidable pour tout le monde.
Joël Widmayer, Milena Sandler, c'est une question qui revient chaque année. Pourquoi ne pas revenir avec, cette fois-ci, la réponse des Haïtiens? Il y a toujours du monde. Vous avez fait venir du monde chaque fois que l'on organise ce festival. Est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui, grâce au travail que vous avez effectué, que vous avez amené cette musique considérée jadis comme une musique d'élite à la masse? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Qui veut répondre? Musique d'élite à la masse, oui, bon, en quelque sorte, la musique, le jazz est toujours considéré comme musique élite partout dans le monde, c'est pas seulement en Haïti. Bon, élite, c'est une façon de parler. On a donné une mauvaise connotation, je pense, d'élite. Intellectuelle, si vous voulez, parce que c'est une musique un petit peu plus complexe que les autres. La musique classique aussi est considérée comme musique d'élite, il n'y a pas tout le monde qui écoute de la musique classique. Et parce que c'est un petit peu plus complexe que les autres, c'est vrai. Mais par contre... Non, mais la grande différence, excusez-moi, Joël, de vous arrêter, les gens répondent. Attends. Oui. La musique, le jazz a beaucoup changé entre-temps dans le monde, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, ça éclate. La musique éclatait complètement, le jazz s'est fusionné avec beaucoup d'autres musiques, partout dans le monde, tous les pays, tous les musiciens, il y a partout dans le monde, font du jazz à leur manière. Donc le jazz, c'est l'avantage de cette musique, on peut greffer quelle que soit l'autre musique là-dessus. C'est une musique qui est ouverte, une musique qui est très ouverte à faire des fusions. Donc le jazz est autre chose qu'il était aujourd'hui. Bien sûr, il existe encore le jazz traditionnel, ça existe toujours, mais partout dans le monde, le jazz a changé. Donc, en Haïti, nous, notre festival et tous les festivals dans le monde aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas des festivals 100% jazz. La plupart des festivals sont des festivals de musique et à un pourcentage de jazz. Notre festival, on le garde quand même à 65 jusqu'à 70% jazz, on veut le garder comme ça. Et du jazz, la particularité de notre festival, c'est du jazz de tout horizon, de toutes les couleurs. Parce que c'est beaucoup grâce aux ambassades, on a des musiques très différentes, du jazz très différent et très coloré qui viennent de partout. C'est vraiment international, c'est vraiment un festival international grâce aux ambassades. Même il y a d'autres festivals qu'on ne retrouve pas cette forme aussi internationale que chez nous. Parce que nous, on est vraiment, c'est par les ambassades, à travers les ambassades, voilà. C'est du Brésil qui est payé l'honneur, qui a amené une diva de la bossa nova. Bon, évidemment, les autres pourraient pu faire pareil, mais nous, les ambassades arrangent, fait que la chose soit vraiment musique de leur pays, des musiciens de chez eux, évidemment, ils viennent chez eux, et qui apportent un jazz qui vient du pays d'origine. Non, est-ce que vous avez dit que chaque pays a son propre style de jazz? Absolument. C'est ça. Absolument. Oui. Donc aujourd'hui, le jazz est plus facile à écouter pour tout le monde. Le jazz n'est plus la musique intellectuelle, la musique difficile. Salon. Voilà, donc c'est pourquoi en plus nous avons aussi notre propre jazz, nous avons notre créole jazz ici, il ne faut pas oublier, qui se joue un peu partout dans la Caraïbe, jusque... Et c'est quoi la différence entre le créole jazz et... ça fait danser, c'est plus rythmé? Non, pas forcément. En fait, on utilise les rythmiques de chez nous, du vaudou, la musique traditionnelle. On le met sur les harmonies du jazz, on fait l'inverse, on prend la musique du jazz, on met sur la musique, sur les rythmiques. Dans les deux sens, c'est du créole jazz. Il y a Mario Cano, il y a tout le monde qui fait du créole jazz ici aussi, il y en a plein de gens qui font du créole. Mais il n'y a pas un dénominateur commun? Absolument. Le jazz. C'est le jazz. Jazz, en fait, c'est l'harmonie. C'est la façon dont on utilise l'harmonie dans la musique. C'est un petit peu plus technique. C'est la façon d'utiliser les harmonies qui est basée sur les harmonies utilisées dans le jazz traditionnel. Il y a des standards, il y a une façon de faire dans le jazz. C'est un langage. Le jazz, c'est un vocabulaire, c'est un langage très particulier. Donc tous les jazzmen dans le monde connaissent ce langage. On peut prendre un Chinois, un Allemand et un Brésilien, ils jouent la même musique, tout le monde connaît la musique, il n'y a pas de problème. C'est un langage commun, voilà. Tout le monde se retrouve. C'est universel. Ouais. Voilà. Oui. Alors, Milena Sandler, dites-nous, quels sont vos partenaires cette année? Eh bien, déjà, au niveau des pays, nous avons l'Allemagne, donc le Brésil, le Canada, le Chili, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, le Mexique, la Suisse et la Belgique. Donc, 12 pays. C'était comme ça l'année dernière ou bien ça augmente d'année en année? Bon, ça dépend. Parfois, il y en a 9, parfois, il y en a 10. Cette année, il y en a 12. Ça dépend vraiment des années. Et on a aussi le Cuba, qui est représenté non à travers une ambassade, mais à travers un musicien qui s'appelle Felipe Lamoglia. Et puis le Cameroun également. Donc on a 14, plus Haïti, 15 finalement interprétations du jazz différentes. Et sans vous demander de dévoiler votre stratégie, pour atteindre ces artistes internationaux, vous passez par les ambassades? En fait... ou bien les artistes manifestent leur intérêt eux-mêmes? Bon, il y a un peu des deux. Il y a les ambassades choisissent avec nous
les musiciens qui vont les représenter. Donc, on a un comité, on travaille pendant 1 an à l'avance. Le comité se réunit chaque mois et chacun propose son groupe. Et il y a des musiciens qui se proposent aussi à venir au festival. Et à ce moment-là, on les envoie, si c'est des musiciens étrangers, on les envoie aux ambassades. La Fondation Haïti Jazz, de son côté, fait venir là, par exemple, cette année, Kenny Garrett, c'est Fondation Haïti Jazz. Norman Brown, c'est la Fondation Haïti Jazz pour ce type de tête d'affiche-là qui ont des Grammy Awards. Nous devons dire que ça se prépare vraiment des mois à l'avance. Un artiste, alors, bon c'est évident, mais à la dernière minute, un artiste ne peut pas appeler pour dire qu'il souhaite participer? Non. Bah, il peut toujours appeler et on va lui dire que la programmation est clôturée depuis bien longtemps. Et à ce moment-là, on prend ses coordonnées. Ça arrive régulièrement. Hein. Des gens qui, même encore, on reçoit des mails. Ah, j'aimerais bien participer à la 12e édition qui commence dans 4 jours. C'est un peu trop tard. Un peu trop tard. Mais comment vous gérez les Haïtiens, la participation des Haïtiens? Comment vous gérez tout ça? C'est-à-dire, comment on les gère? Comment vous les gérez? C'est-à-dire, je suis sûr que nous sommes 2 jours en retard. Et là, ça peut arriver que cette semaine encore, ou bien 2 ou 3 jours à l'avance, quelqu'un vous appelle et vous dire qu'il est intéressé à participer. Bon, il nous propose, bien sûr. Ils se proposent et on les envoie l'année prochaine. Nous, les contrats sont signés depuis bien longtemps. La programmation est terminée depuis longtemps. Si vous regardez sur le site, je crois que c'est depuis au moins 3 mois que la programmation est terminée, est affichée. Il y avait peut-être un trou ou 2 qu'il fallait combler, mais sinon, on s'y prend. En fait, à la clôture du festival, on attend 1 mois où on se repose, où on termine les dossiers et on recommence les réunions pour le prochain festival. Donc, c'est un travail d'1 année ou de 11 mois en tout cas. Et combien de scènes cette année on prévoit? On a 11 scènes. On a 11 scènes, donc l'ouverture scène Prestige au Caribé Hotel samedi. Dimanche, scène Air Caraïbes, toujours au Caribé Hotel. La différence avec les années précédentes, c'est que nous ne serons pas malheureusement au parc historique de la canne à sucre. C'est un lieu qu'on adore, mais pour que les gens se déplacent jusque-là, c'est un peu compliqué. Donc, on n'y sera pas, mais on est très bien au Caribé également. Du lundi au jeudi, nous sommes sur la scène Barbancourt, à l'université Quisquéa. C'est une scène gratuite. Le vendredi, nous sommes place Boyer, à la scène Sogebank. Et pour la touche différente cette année, nous clôturons scène Prestige au Royal Decameron, donc les pieds dans l'eau, sur la plage, avec Norman Brown, Bito Vaoba et Michael Brun. Tous les soirs, nous sommes comme toujours dans des afters, donc le Presse Café, la Réserve, Café 36, Quartier Latin bien sûr, Yan Valou, les Jardins du Mupana et la Réserve, je l'ai dit déjà. Et chaque matin, nous avons les ateliers également. Les ateliers qui sont donnés à Focal. Et cette année, grâce à la participation du Brésil, nous donnons également des ateliers au Centre culturel brésilien. Il y aura aussi, donc il faut regarder sur le site et il faut télécharger l'application pour avoir tous les détails et toutes les heures et des ateliers. Il y aura une conférence sur Herbie Widmayer. Vendredi, parce que le festival rend hommage à Herbie cette année, donc le vendredi également. Et il y avait autre chose que je voulais dire et que j'ai oublié, et je ne sais plus. On paye pour participer? Non, pas du tout. À la conférence? Non. Ah non, ateliers, en fait, non. Aux ateliers, aux soirées. On paye seulement samedi, dimanche et à Decameron. 30 $ chaque billet pour samedi et dimanche. Les billets sont en vente au Caribé, aux 2 librairies La Pléiade et à Ticket Zone, et puis sur la Kaïti aussi. Et à Decameron, c'est 70 $, puisque ça donne droit au bar ouvert, en fait, et à l'accès au concert. Je voulais rajouter que cette année, nous aurons, comme toujours, chaque jour, les coulisses du festival, cette émission, ce magazine qui donne un petit peu le pouls
du festival au quotidien, donc des interviews avec des artistes, etc., avec nous, avec le public. Et cette année, c'est grâce à un nouveau partenaire et c'est grâce à AIC. Donc c'était important de le préciser. Alors maintenant, le Brésil est surtout connu pour, a une certaine popularité quand on fait référence au football, quand on parle football. Et aujourd'hui, l'ambassade va représenter le Brésil dans un festival de jazz. Est-ce que ça veut dire que la musique fait son chemin aussi au Brésil? Ah oui, tout à fait. Et surtout la musique avec le football. Pour nous, ce sont ils vont de pair, la musique et le football, dans votre pays? Oui, ça... On dit même souvent que les Brésiliens, quand ils jouent le football, c'est comme une samba. Une samba, oui. On fait un peu de la musique quand même. Oui, donc pour nous, c'est... Les fans du Brésil, vous savez qu'il y en a pas mal en Haïti? Oui, je vois les tap-tap. Vous voyez les tap-tap, vos footballeurs avec nos coulées, avec les caricatures de Neymar, et Kaka et Ronaldinho. Donc ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça fait frémir de joie aussi parfois, oui. J'imagine. Alors, vous invitez les fans du Brésil à venir voir les musiciens brésiliens? Ah oui, bien sûr. Les Brésiliens qui habitent ici en Haïti, ça c'est sûr. Et pour nous de l'ambassade aussi. Et les gens, vous savez que nous avons, comme Milena vient de dire, un centre culturel Brésil-Haïti. Ça se trouve à Place Boyer. C'est le centre culturel Brésil-Haïti. Et nous avons quand même une communauté lusophone en Haïti. Ce sont des Haïtiens qui veulent apprendre le portugais. Il y a pas mal de gens. Nous avons plein de classes chaque semestre. Il y a pas mal d'Haïtiens qui parlent très bien le portugais. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ici en Haïti. Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est quand même une opportunité pour que non seulement les Brésiliens qui sont là, mais aussi les Haïtiens qui aiment le Brésil, pour venir nous joindre dans cette fête, cette soirée, qui ça serait Vous aurez beaucoup important. De musiciens Non, pour le festival, ça sera un spectacle duo. C'est-à-dire... Tu peux parler un peu de ce que tu vas proposer aussi, à part Leila Pinheiro. La capoeira et tout ça. Ah oui, c'est vrai, bien noté, c'est bien noté. Nous allons avoir aussi un spectacle de capoeira, les jours de l'ouverture du festival. La capoeira, c'est une sorte de danse et art martial qui a été développé par les anciens esclaves au Brésil pour se défendre. C'est une sorte de art martial quand même. Et c'est quelque chose de très culturel, très propre du Brésil. Et nous avons un cours de capoeira au centre culturel. Donc, vous allez voir les Haïtiens jouant la capoeira aussi. Donc, c'est un peu une sorte de... c'est une façon de vous montrer à vous, les Haïtiens, un peu de notre culture. Et donc, on va voir, c'est ce qu'on appelle roda de capoeira. C'est une ronde de capoeira. Et nous allons voir aussi un groupe de danse, des danses typiques du Brésil. C'est un groupe qui est aussi... ça appartient aussi au centre culturel. C'est un groupe qui fait ses répétitions et ses présentations au centre culturel. C'est un groupe fait par des Haïtiens. Ce sont des Haïtiens qui dansent. Et ils sont allés au Brésil, ça fait un mois, pour des présentations à São Paulo, dans plusieurs villes. Et ils vont faire aussi une présentation le 21, le jour de notre spectacle, du show de Leila Pinheiro. Et écoutez... Donc en tant que pays qui est à l'honneur, le Brésil ne va pas être tous les jours au festival? Non. C'est une journée? C'est une journée. C'est le 21, soit le show de Leila Pinheiro. 21 janvier. Oui. Et ce sera où? Ça sera à l'hôtel Caribe aussi. Ok. Et vous allez voir, ces groupes de danse, comme je disais, c'est la seule nationalité que j'ai vue dans ma vie, les Haïtiens, qui savent samba. Savent danser la samba. C'est ce qu'on appelle samba. Oui. Bon, j'ai vu quelques petites démonstrations dans les matchs avec Romario. Là, je parle des 2004 années...
Non. Avant ça, 97, 98. Mais la samba s'exécute comment? Il faut venir pour découvrir. Oui. Oh, je pensais qu'il allait pouvoir nous faire une petite démonstration. Alors, pas de cet espace. Merci. Et Milena, on peut revenir sur les principales têtes d'affiche? Oui, on peut revenir sur les têtes d'affiche. Je veux quand même, juste avant, remercier le ministère de la Culture et de la Communication. On est toujours sur le haut patronage du ministère qui est là depuis le début, notre partenaire depuis le début, le ministère du Tourisme. Cette année, nous avons également un partenariat avec l'ATH. Et parce que nous avons des journalistes étrangers qui viennent, Forbes.com par exemple, France 24, Teen Vogue, beaucoup de journalistes qui viennent et les membres de l'ATH, donc l'association touristique, vont héberger gracieusement ces journalistes. Donc ça, c'est une grande aide. Vous espérez combien de gens On a 6 ou 7 médias étrangers qui viennent cette année encore. Mais je vais parler du nombre d'étrangers à effectuer le déplacement dans le cadre de ce festival. De touristes artistes, musiciens et journalistes. Il y a 180 musiciens à peu près. 185 musiciens qui, pendant tout le festival, pas d'étrangers. Oui, non, ça, c'est pas d'étrangers nécessairement. Si tu comptes à peu près, on a 12 ambassades, disons... 14 à venir de l'étranger, 15, je dirais 15 groupes qui viennent de l'étranger, comptent à peu près 4-5 musiciens par groupe. Donc ça te donne une petite idée. Nous avons pour la première fois réalisé, grâce à nos partenaires tour opérateurs, des packages. Donc on a des touristes qui viennent spécifiquement pour le festival. Il y en a qui viennent au début, il y en a qui viennent à la fin, il y en a qui viennent toute la semaine. Donc on remercie tous ces gens-là. Et je continue dans mes remerciements, la BRH, qui est notre partenaire, l'Université Quisqueya, qui nous reçoit chaque année depuis, ça sera la 3e année qu'on est à l'Université Quisqueya, Focal. Focal qui nous reçoit non seulement chaque matin, mais qui nous aide également avec une subvention. L'ambassade de Suisse et l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui, en plus de faire venir un groupe, donne une subvention au festival. Decameron, Delta, les autres, je les ai mentionnés déjà, la francophonie, Green Family Foundation. Les autres, je les ai mentionnés, c'est donc les scènes Prestige, comme toujours, Barbancourt, Sogebank, Air Caraïbes. Voilà, c'est important. Donc, les têtes d'affiche, nous avons donc à l'ouverture Éric Truffat, et non Truffaz. Donc, je le dis bien, Éric Truffat, Émilie Claire Barlow, qui est du Canada et qui a gagné de nombreux prix qui sont équivalents aux Grammy Awards de Kenny Garrett, par exemple, qui est là à l'ouverture. Donc Leila Peinero, je le dis très mal à chaque fois, je suis vraiment désolée. En tête d'affiche, Réginald Policard, qui a donc joué, lui, avec Leila. Ils ont déjà joué ensemble, Réginald Policard et elle. Dominique Di Piazza, qui est l'inventeur de la corde, la basse à 5 cordes. Chaque jour, pendant le festival, on a fait le choix d'avoir une figure haïtienne importante et populaire pour inviter un plus large public à venir écouter du jazz, mais savoir qu'ils vont avoir Rutschel, par exemple, dans le spectacle. Donc Rutschel, Wesley, qui est un Haïtien de la diaspora, qui est un Haïtien qui vient de Montréal et qui a payé lui-même ses billets d'avion. Il a trouvé lui-même pour venir au festival. Donc c'est assez extraordinaire pour être mentionné. John Bern Thomas, que tout le monde connaît, représentant du jazz et de la relève du jazz. Strings, à la clôture. Ram, enfin à la clôture de l'université Quisqueya. Ram sera avec nous pour la première fois aussi. Bitova au bar, donc, et Michael Brun, donc pour du techno-jazz. Et Norman Brown. Donc ça, c'est pour les têtes d'affiche. Et ça coûte beaucoup pour réussir ce pari? Beaucoup d'argent? Eh bien, cette année, on a explosé le budget.
je dois dire. On est à 280 000. Mais si on regarde bien, tout le monde dit « Ah, c'est beaucoup d'argent ». Mais c'est 8 jours de festival, c'est pas rien. 8 jours de festival. En décentralisation à Decameron, ça nous coûte beaucoup d'argent d'aller à Decameron. Heureusement qu'on a une aide de leur côté également. Mais il faut remettre un petit peu les choses en proportion. Le festival Îlot Jazz, par exemple, de la Guadeloupe, leur dépassement de budget est de 250 000 €. Leur dépassement de budget. Nous, on est à 280 000. Ils sont sur 4 jours. Et ils sont sur 4 jours. Moi, je pensais que vous allez me parler de 500 000, de 750 000. Pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est vraiment grâce à nos partenaires. Et ça ne compte pas l'apport en nature, finalement, des ambassades. Parce que l'apport de l'ambassade du Brésil, c'est eux qui gèrent les finances avec le groupe qui les représente. L'avion, l'hôtel, voilà. Le cachet, tout ça, c'est eux qui gèrent directement. Ils participent, comme l'ambassade du Canada également, aux frais à des frais de communication. Mais sinon, c'est vraiment grâce à l'État et aux partenaires privés qu'on réussit à lever ces montants-là. Il y a des médias qui ont le droit d'exploiter ces festivals, Joël? On a un accord avec France 24 et Canal+. Non, c'est pas France 24, c'est France Télévisions. France Télévisions, pardon. Oui, France Télévisions, désolé. Et Canal+. Pour des captations très précises qui ont été négociées. C'est-à-dire de nouvelles images d'Haïti seront projetées à l'étranger. Absolument. À travers avec des émissions aussi qui vont faire non seulement la captation des concerts, certains concerts, mais aussi des émissions qui vont préparer sur le festival, sur Haïti et le festival. On sait que c'est important ces jours-ci de montrer une autre image d'Haïti. Suivez mon regard. Est-ce que vous allez gérer les journalistes pour ne pas passer dans des endroits où il y a beaucoup de fatras? Ça fait partie d'Haïti aussi. Ça fait partie d'Haïti aussi, mais je crois que je suis certaine, moi, que le gouvernement va faire un effort particulier parce que le gouvernement est très au courant qu'il y a des journalistes qui vont avoir les yeux rivés sur Haïti, rivés sur ce festival notamment, puisqu'on fait venir des journalistes également. Donc, je crois qu'un effort sera fait à ce niveau-là. Mélina Sandler, merci infiniment. Un dernier mot je demande au public de m'excuser si je me réfère souvent à mon petit papier pour pouvoir bien prononcer le nom de Joao Higino. Voilà. Et le dernier mot? Alors, merci à vous, M. Théodore, pour l'invitation. Merci à Télémétropole pour l'opportunité de venir parler un peu de mon pays, qui est si chéri ici en Haïti. Merci à la Fondation Haïti Jazz, Mélina, Joël. Et je vous invite à vous tous à venir nous rejoindre au Pape Jazz 2018. Alors, pour le calendrier, c'est du 21, non? Du 20 au 27. Du 20 au 27 janvier 2018, Festival international de jazz de Port-au-Prince. Ce sera la 12e édition. On trouvera les billets de participation, Ticket Zone ou encore Caribé et les 2 librairies La Pléiade. On va te simplifier la vie l'année prochaine. Ça sera toujours Festival international de jazz de Port-au-Prince, mais on va l'appeler surtout Pape Jazz. Pape Jazz. On va simplifier la vie à tout le monde. D'accord. Merci, chers amis, d'avoir répondu à l'invitation. Au moins, nous avons été utiles ce matin. Les gens savent normalement ce qu'ils doivent faire s'ils souhaitent participer à la 12e édition ou encore à ce festival ou encore à l'un des programmes au Caribé. Et puis il y a aussi ce qu'on organise à Ducamion et autres. Donc il y aura du plaisir pendant une semaine. Absolument. Et 8 jours. Plaisir sain. Exactement. On peut dire ainsi. Oui. Merci Joël, merci Mélina, merci Giao. Merci beaucoup et merci à Métropole. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.